Une maison ancienne, un silence qui pèse, et des secrets que le temps croyait avoir scellés. Chaque regard cache une énigme, chaque mot retient un aveu. Ce récit vous emportera dans l'élégance sombre d'un mystère où la vérité se dérobe derrière les apparences. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Prête à franchir le seuil de Charnwood Hall, là où tout bascule? Alors allons-y. Ce fut par un matin d'automne limpide que nous quittâmes Londres. Le brouhaha de la ville, ses fiacres pressés et ses trottoirs encombrés, s'évanouit peu à peu derrière nous, tandis que la voiture roulait d'un pas régulier vers la campagne. Je dois confesser que les voyages en compagnie de mon vieil ami Poirot avaient pour moi un charme particulier. Son silence méditatif, parfois interrompu par une remarque apparemment insignifiante, me laissait deviner que son esprit travaillait toujours, comme une mécanique délicate et infatigable. La campagne se parait alors de ses couleurs les plus nuancées. Les haies rousses, les prairies encore humides de rosée, et les bosquets aux feuilles jaunissantes formaient une succession de tableaux apaisants. Cependant, je ne pus m'empêcher de remarquer que Poirot observait tout cela avec une attention distraite. Ses moustaches impeccables frémissaient parfois, comme si une pensée secrète le préoccupait plus que le paysage. « Mon cher Hastings, dit-il enfin, il est des demeures où le passé s'invite avec une insistance presque tyrannique. Nous allons, je crois, vers l'une d'elles. » Je haussai les épaules, prenant cette phrase pour une énigme de plus, et me contentais de contempler les vastes étendues qui s'ouvraient devant nous. Pourtant, au fond de moi, un léger frisson d'appréhension s'insinua. Lorsqu'au détour d'un chemin bordé de cyprès immobiles, le silence qui régnait, seulement troublé par le craquement du gravier sous nos pas, m'apparut presque solennel. J'eus alors le pressentiment que ce séjour à Charnwood Hall ne se limiterait pas à une simple visite de courtoisie. Un majordome austère nous introduisit dans le vaste vestibule, où nous fûmes bientôt rejoints par Sir Reginald King en personne. On l'appelait le roi, et je compris vite pourquoi. Sa stature imposante, sa démarche lente et assurée, tout en lui respirait l'autorité. Pourtant, derrière cette apparence majestueuse, un détail me frappa. Son visage, marqué de traits tirés, portait l'empreinte d'une fatigue morale, comme si un poids invisible pesait sur ses épaules. Il nous salua avec une courtoisie parfaite, exprimant son plaisir de recevoir Poirot. Sa voix grave résonnait dans le hall aux lambris sombres, mais je crus percevoir une nuance de gravité dans ses paroles, comme si cette réception avait pour lui un enjeu particulier. Poirot, inclinant légèrement la tête, répondit avec une chaleur mesurée, observant attentivement l'hôte qui nous faisait face. J'avais l'impression que mon ami devinait déjà, sous les formules polies et les gestes mesurés, l'existence d'un drame intérieur. Après ces premiers échanges, Sir Reginald nous mena vers le salon, où plusieurs personnes attendaient déjà. Je fis leur connaissance avec la curiosité habituelle que m'inspire tout nouveau cercle. Il y avait Lady Eleanor, son épouse, une femme à l'élégance fragile, dont les mains tremblaient imperceptiblement lorsqu'elle leva sa tasse de thé. Ses yeux clairs, d'une douceur inquiète, semblaient toujours chercher un appui invisible. Le fils du maître des lieux, Henry King, se présenta à nous avec une assurance presque excessive. Je notais dans son regard une impatience fébrile, comme si la prospérité... La soirée s'ouvrit sur des conversations convenues, mais je ne tardai pas à sentir un poids étrange suspendu dans l'air. Les regards se croisaient avec une insistance discrète, les phrases restaient parfois inachevées, comme si une pensée commune mais indicible pesait sur chacun. Lady Eleanor, nerveuse, laissait parfois tomber une remarque incongrue, aussitôt rattrapée par un sourire forcé. Henry, trop pressé de se montrer jovial, donnait l'impression de masquer une impatience fébrile. Clara demeurait en retrait, attentive à chaque mot prononcé par Sir Reginald. Quant au révérend Giles, il observait tout avec un sérieux qui conférait à ses silences une gravité singulière. Je sentis mon ami Poirot étudier chacun d'eux avec son calme inébranlable. Ses yeux brillants suivaient les moindres détails. Une main qui tremble, une intonation trop appuyée, un geste esquissé puis interrompu. « Mon cher Hastings », murmura-t-il à voix basse, « il est des maisons où l'air lui-même semble chargé d'un aveu qu'aucun être n'ose formuler.
Ces paroles me laissèrent songeur. Pour ma part, je ne percevais encore qu'une atmosphère diffuse de malaise, mais je savais que, pour Poirot, cette tension invisible constituait déjà un premier indice. Parmi les convives, Lady Eleanor attira d'emblée mon attention. Sa silhouette gracieuse semblait s'effacer sous le poids invisible d'une inquiétude persistante. Ses mains fines, lorsqu'elles effleuraient la porcelaine d'une tasse ou l'accoudoir d'un fauteuil, tremblaient légèrement, comme si elle n'était jamais certaine de leurs gestes. Son visage, pourtant encore jeune, portait cette pâleur caractéristique des êtres dont les nerfs sont perpétuellement tendus. Chaque mot prononcé paraissait accompagné d'une hésitation, et ses yeux clairs, d'une douceur presque enfantine, se levaient souvent vers son mari avec une expression de dépendance mêlée d'angoisse. Je me surpris impatience que rien ne pouvait dissimuler. À plusieurs reprises, je surpris son regard posé sur son père, avec une expression difficile à définir, un mélange d'admiration forcée et d'une convoitise à peine voilée. Il parlait des affaires de la famille, de projets d'avenir, de placements financiers avec une vivacité qui contrastait avec le ton las de Sir Reginald. Poirot, lui, le regardait avec une sérénité amusée. « Voilà, mon ami, dit-il, un jeune homme dont l'ambition devance peut-être les capacités. Mais l'ambition est une force à deux tranchants. Elle élève ou elle perd. » Je n'osais pas contredire cette remarque, tant il était évident que Henry King vivait dans l'attente fiévreuse d'un héritage qui, pour lui, ne pouvait tarder. Son impatience, visible jusque dans la manière d'agiter son verre ou de changer de sujet, ajoutait à l'atmosphère tendue du salon une note d'électricité nerveuse qui me mit mal à l'aise. Clara Mortimer, en revanche, se distinguait par une retenue presque excessive. Jeune femme d'allure simple, elle s'exprimait peu et toujours avec une correction mesurée. Ses gestes étaient précis, son attitude appliquée, comme si elle s'efforçait de disparaître derrière son rôle de secrétaire. Pourtant, il me sembla qu'un fil invisible la liait à Sir Reginald. Ses yeux, qu'elle gardait baissés la plupart du temps, s'élevaient parfois vers lui avec une intensité qu'elle s'empressait de réprimer. Était-ce de la loyauté, de l'affection, ou un secret plus obscur? Je n'aurais su le dire. Poirot, qui n'ignore rien des nuances d'un regard, observait Clara avec la même attention qu'il avait accordée à Lady Eleanor. « Une dévouée, certes, » murmura-t-il, « mais peut-être pas désintéressée. » Ces mots éveillèrent en moi un soupçon qui ne devait plus me quitter de toute la soirée. Le révérend Gilles, Poirot, qui ne perd jamais une occasion de souligner une ironie, se pencha vers moi. Ce révérend Hastings parle comme un homme qui connaît le poids de la faute plus que celui de l'absolution. Je frissonnais légèrement, sans savoir pourquoi. Le ton ferme de Giles, ses regards appuyés vers Sir Reginald, laissaient entrevoir un lien caché entre les convictions du pasteur et la conscience troublée de notre hôte. Il y avait dans le grand salon un objet qui attirait inévitablement l'attention. Une couronne ancienne, posée sous une vitrine de cristal. L'ouvrage, finement ciselé, portait des pierres ternies par le temps. Je crus d'abord qu'il s'agissait d'un bibelot curieux, mais je découvris vite qu'il tenait une place particulière dans la demeure. À plusieurs reprises, Sir Reginald s'arrêta devant la couronne, la contemplant avec une fixité qui m'intrigua. Ses traits, durs et fatigués, prenaient alors une expression méditative, presque douloureuse, comme si cet objet renvoyait à une faute ancienne. « Voilà, Hastings, » dit Poirot avec lenteur, le symbole d'un règne qui ne fut peut-être pas aussi glorieux qu'il le semblait. Je restais songeur. Pourquoi ce vieil homme, surnommé le roi, s'attachait-il à un ornement qui semblait plus lourd de remords que de fierté? Était-ce un rappel de son pouvoir, ou une relique d'un passé dont il ne pouvait se détacher? Dans le silence du salon, cette couronne devint pour moi le signe muet d'un secret ténébreux, suspendu comme une ombre au-dessus de tous les convives. Nous passâmes dans la salle à manger, vaste pièce où le parfum du bois ciré se mêlait à celui des plats que l'on servait avec une discrète efficacité. La grande table, éclairée de chandeliers, rassemblait autour d'elle toutes les figures rencontrées dans le salon. Je m'installai à la droite de Poirot, d'où je pouvais aussitôt, et chacun suspendit son geste pour attendre ses paroles. Sa stature imposante dominait la table, et ses yeux, voilés d'ombre, parcouraient tour à tour les convives, comme pour s'assurer de leur attention. « Mes amis, dit-il d'une voix grave, il est temps que je parle.
Ces mots si simples eurent l'effet d'un choc. Lady Eleanor se crispa. Henri pâlit malgré son arrogance coutumière. Clara baissa la tête comme si elle craignait la suite, et le révérend Giles joignit instinctivement les mains. Sir Reginald reprit, non sans hésitation. « J'ai porté trop longtemps le poids d'une faute ancienne qui me hante. Avant que la mort ne m'emporte, je dois... » Il s'interrompit brusquement, luttant contre une émotion visible. Je ressentis à cet instant précis l'angoisse poignante d'un secret sur le point d'éclater. Poirot, lui, demeurait immobile, ses yeux fixés sur l'homme comme s'il avait attendu cette révélation depuis le début de la soirée. Mais à peine Sir Reginald eut-il prononcé ces paroles qu'un événement tragique se produisit. Il porta la main à sa poitrine, chancela, et, sous les regards effarés des convives, poussa un soupir rauque. Ses traits se contractèrent, ses lèvres pâlirent, et il s'effondra lourdement sur sa chaise. Lady Eleanor poussa un cri perçant et se précipita vers lui, mais Henri la retint vivement, comme s'il craignait qu'elle ne cédât elle aussi à l'évanouissement. Clara, blême, demeura figée, incapable du moindre geste. Le révérend Giles, seul, s'approcha avec un sang-froid digne de son ministère et tenta de murmurer quelques paroles d'apaisement. Je me levai d'un bond, le cœur battant à tout rompre, mais Poirot, sans perdre son calme, observait la scène avec une intensité redoublée. Ses yeux scrutaient non seulement Sir Reginald, Lady Eleanor, les yeux rougis, se tenait droite mais vacillante, comme si un souffle pouvait l'abattre. Henri, d'une pâleur de cire, s'efforçait de parler, mais ses phrases s'interrompaient aussitôt. Clara restait dans son coin, les mains crispées sur sa serviette, et le révérend Giles gardait le visage grave d'un homme qui pressent une tragédie. Poirot, lui, paraissait étrangement serein. Ses moustaches, légèrement relevées, indiquaient un état de vigilance extrême. Je savais, par expérience, que son esprit fonctionnait alors avec une précision redoutable. Quand enfin la compagnie se leva, ce fut avec le sentiment qu'une révélation essentielle nous avait échappé et qu'elle planait encore, inachevée, au-dessus de nous. Un peu plus tard, alors que la maison se dispersait dans un brouhaha inquiet, un cri retentit depuis le couloir. C'était un domestique, livide, qui appelait à l'aide. Nous accourûmes tous et le trouvâmes tremblant devant la porte du bureau de Sir Reginald. À l'intérieur, la scène me glaça. Sir Reginald gisait affaissé dans son fauteuil, un verre de brandy renversé près de sa main inerte. Sa tête, penchée sur le côté, portait les marques de la mort. Un silence funèbre envahit la pièce, brisé seulement par le sanglot étouffé de Lady Eleanor. Henri resta immobile, les yeux fixés sur le corps de son père, comme paralysé. Clara détourna le regard, incapable de soutenir la vision. Le révérend s'approcha lentement, posa la main sur le front du défunt et baissa la tête comme pour une prière muette. Je ne pus retenir un frisson. Un homme qui, quelques instants plus tôt, allait nous livrer son secret, venait d'être réduit au silence pour toujours. Poirot se pencha sur le verre renversé et l'examina avec soin. Un parfum amer s'en dégageait, perceptible même à mon odorat ces derniers jours. Je notai combien Poirot encourageait chaque témoin à rapporter non seulement ce qu'il avait vu, mais aussi ce qu'il avait ressenti. « Les impressions, Hastings, dit-il doucement, révèlent parfois plus que les faits. » À mesure que l'on recueillait ces témoignages, un tableau complexe se dessinait. Des pas, des murmures, des regards furtifs. Rien n'était concluant, mais chaque détail tissait une toile invisible autour de la mort de Sir Reginald. Lorsque vint le tour de Clara Mortimer, la jeune femme entra avec une retenue mêlée de crispation. Elle affirma qu'elle n'avait quitté le salon que pour chercher des papiers que Sir Reginald lui avait demandés. Ses paroles étaient mesurées, mais sa voix tremblait légèrement. Poirot, d'un ton calme, lui demanda si elle possédait les clés du bureau. Clara rougit et admit qu'elle en avait parfois l'accès pour classer la correspondance. Ses yeux, baissés, évitaient le regard du détective. À plusieurs reprises, ses mains froissèrent nerveusement son mouchoir. Je crus percevoir dans son attitude la preuve d'un secret, peut-être d'une complicité plus intime avec Sir Reginald. Poirot, lui, la remercia avec une courtoisie impeccable, mais ses moustaches frémissantes m'indiquaient que ses pensées s'étaient déjà engagées sur une piste nouvelle. Henri, lorsqu'il fut confronté aux questions de Poirot,
montra une impatience à peine dissimulée. Il parlait vite, avec une assurance excessive, comme s'il voulait se justifier d'avance. À propos de son père, il déclara « Sir Reginald avait un caractère dur, parfois injuste. » Cette phrase, prononcée d'un ton amer, trahissait un ressentiment profond. Poirot l'amena à s'exprimer sur l'avenir. Henry évoqua sans détour la succession, parlant d'investissements et de projets qu'il souhaitait lancer. Je fus frappé par ce cynisme prématuré. Lorsque Lady Eleanor fut interrogée, je crus qu'elle allait s'effondrer tant son trouble était visible. Ses mains tremblaient, ses réponses étaient hésitantes, et son regard fuyait sans cesse celui de Poirot. Elle avoua avoir quitté la salle à manger pour quelques minutes, prétextant un malaise. Cette absence, dans l'esprit de beaucoup, suffisait à jeter une ombre sur son rôle. Certains domestiques avaient murmuré qu'elle errait parfois la nuit dans les couloirs, incapable de trouver le repos. Son air égaré, ses gestes imprécis, tout contribuait à nourrir des soupçons faciles. Poirot, toutefois, l'écouta sans manifester le moindre jugement. Au contraire, sa voix douce et respectueuse sembla lui rendre un peu de calme. Il me dit ensuite « Les nerfs d'une femme fragile sont un voile commode, Hastings, mais la vérité se cache rarement là où tout le monde croit la voir. » Je compris alors qu'il se méfiait de la facilité avec laquelle Lady Eleanor pouvait être accusée. Dans la maison, les rumeurs se propagèrent avec la rapidité d'un feu. Bientôt, Lady Eleanor fut désignée par nombre de convives et de domestiques comme la coupable idéale. Instable, nerveuse, imprévisible. Son absence lors du dîner, son état d'agitation, tout semblait concorder. Je dois avouer que moi-même je fus troublé par ces coïncidences. Pourtant, Poirot, impassible, refusa de se laisser entraîner par cette évidence. « Mon cher Hastings, dit-il, lorsqu'un coupable paraît trop parfait, c'est presque toujours que quelqu'un a travaillé à le désigner. » Ces mots me laissèrent songeur. Si Lady Eleanor n'était pas responsable, qui donc s'était arrangé pour la faire paraître suspecte? Était-ce Henry, trop impatient d'hériter? Clara, si discrète mais si proche de Sir Reginald? Ou bien un autre encore, que nous n'avions pas remarqué? Ainsi, dès les premières sensations de tenir entre mes mains l'ébauche d'un testament moral, un cri d'âme interrompu par la mort. En poursuivant la lecture, nous découvrîmes des mots plus précis. Sir Reginald mentionnait le nom d'un ancien associé, Arthur Mortimer. Le choc me saisit aussitôt car ce patronyme n'était autre que celui de la jeune secrétaire, Clara. Sir Reginald écrivait que, des années auparavant, il avait entraîné cet homme dans des spéculations hasardeuses, ne lui laissant que ruine et honte. Le ton du texte oscillait entre justification et remords. Il croyait à ma parole, et je l'ai trompé, lisais-je à voix basse, presque bouleversé. Poirot fronça les sourcils et répéta lentement. Mortimer. Il n'y a jamais de hasard, Hastings. Ce nom, lié au présent et au passé, ne pouvait manquer de reparaître. Je songeais à Clara, si discrète, si grave, et je sentis que l'ombre de son père venait soudainement se dresser dans le drame qui nous occupait. La suite de la lettre, bien que fragmentaire, évoquait le destin funeste d'Arthur Mortimer. Après sa ruine, incapable de supporter le déshonneur, il s'était donné la mort. Sir Reginald n'écrivait pas ce mot, mais ses phrases interrompues en disaient assez. Je fus profondément ému par cette révélation. J'imaginais cet homme, jadis prospère, réduit à la misère par une confiance mal placée et choisissant de mettre fin à ses jours. Ce suicide, dissimulé au fil des années, apparaissait désormais comme la clé du fardeau qui pesait sur Sir Reginald. « Les vivants oublient, Hastings, » murmura Poirot. « Mais les morts rappellent toujours leur dû. » Je compris alors pourquoi Sir Reginald semblait tenté lorsqu'il contemplait la couronne. Elle représentait moins la gloire que l'usurpation, moins l'autorité que la faute. Poirot, je ne pus m'empêcher de songer à Clara. Toute sa réserve, sa gravité, sa retenue pouvaient désormais s'expliquer par ce lourd héritage. Elle vivait sans doute depuis toujours, sous le poids d'un nom entaché. Était-ce la raison de sa loyauté apparente envers Sir Reginald? Ou bien nourrissait-elle en secret un ressentiment prêt à éclater?
Poirot, lui, gardait le silence. Mais je voyais à l'éclat de ses yeux qu'il rassemblait déjà les fils de ce passé douloureux pour les relier au drame présent. En relisant la lettre inachevée, une évidence s'imposa. Sir Reginald avait voulu confesser son rôle dans la ruine et la mort d'Arthur Mortimer. Mais son malaise brutal l'avait réduit au silence, et la main qui aurait dû écrire jusqu'au bout s'était figée pour toujours. Cette confession manquée donnait au crime une signification nouvelle. Si Sir Reginald avait parlé, il aurait peut-être trouvé l'apaisement. Mais il aurait aussi réveillé de vieilles rancunes. Était-ce justement ce qu'un autre avait voulu empêcher? Poirot posa le feuillet sur le bureau et déclara simplement « Hastings, un homme qui veut expier attire toujours autour de lui ceux qui ont intérêt à l'en empêcher. » Je compris alors que cette mort n'était pas seulement celle d'un vieillard accablé par le remords, mais le prolongement d'une tragédie vieille de plusieurs décennies. Et le véritable mystère résidait dans la main qui avait saisi cette occasion pour empoisonner son verre. Nous étions de retour dans le bureau de Sir Reginald, lorsque Poirot, penché sur le bureau, m'appela doucement. « Voyez, Hastings, ce verre. » Je m'approchai et constatai que le verre de brandy n'était pas à la place exacte où nous l'avions vu la veille. À première vue, un détail insignifiant. Pourtant, pour mon ami, il avait valeur d'énigme. « On l'a déplacé après coup, dit-il, avec cette précision qui m'étonnait de le dire. Le coupable croit disparaître, mais en réalité, il se trahit davantage encore. » Je compris que pour lui, cette empreinte silencieuse constituait une confession muette, plus parlante que bien des paroles. Poirot ramassa ensuite une serviette abandonnée sur un fauteuil. Il la porta à son nez, et ses yeux étincelèrent d'une curiosité soudaine. « Du jasmin !» déclara-t-il. Je humai à mon tour et reconnus ce parfum subtil, assurément féminin. Ce détail, anodin pour moi, devint dans l'esprit de Poirot un indice d'importance capitale. Ce n'est pas un hasard, Hastings. Un parfum trahit une présence. Il la rend tangible, indélébile. Cette serviette nous dit qu'une femme a approché ce bureau à un moment critique. Je pensais aussitôt à Lady Eleanor ou à Clara. Toutes deux avaient leur raison de hanter ces lieux. Mais laquelle aurait laissé derrière elle un tel aveu involontaire? Poirot remit soigneusement la serviette en place. Les senteurs, mon ami, sont comme des empreintes invisibles. Elles ne mentent jamais. Peu après, les confidences d'un domestique nous apprirent un fait troublant. Lady Eleanor, malgré son apparence fragile, nourrissait une dépendance secrète à l'opium. Cette révélation m'abasourdit. La douce et nerveuse épouse de Sir Reginald portait donc un fardeau bien plus lourd qu'on ne l'imaginait. Poirot écouta cette nouvelle avec gravité. Voyez-vous, Hastings, ce vice la rendait vulnérable. Quiconque le connaissait pouvait l'utiliser pour la discréditer ou la manipuler. Je me remémorais ses gestes tremblants, ses yeux inquiets. Était-ce là seulement le signe de la faiblesse nerveuse ou bien la trace d'un esclavage plus cruel? Cette découverte ajoutait une ombre nouvelle sur Lady Eleanor, déjà soupçonnée par plusieurs. Mais je sentais que Poirot, Henri dans son agitation habituelle, paraissait effectivement l'homme d'un geste précipité. Pourtant, Poirot semblait considérer que son avidité, si flagrante, constituait peut-être un piège destiné à détourner l'attention. Enfin, un nouveau fil se révéla. En fouillant dans les archives, Poirot établit que Clara Mortimer était la fille même d'Arthur Mortimer, l'associé ruiné par Sir Reginald. Cette vérité, longtemps tenue secrète, jeta une lumière dramatique sur son rôle auprès du vieillard. « Ainsi, Hastings, » murmura Poirot. « Nous comprenons pourquoi cette jeune femme semblait si grave, si réservée. Elle n'était pas seulement secrétaire, elle était témoin, malgré elle, d'une tragédie familiale. Je fus saisi d'une compassion mêlée de suspicion. Était-elle venue à Charnwood Hall pour servir loyalement celui qui avait détruit son père, ou pour préparer une vengeance patiente? Poirot pensif caressa ses moustaches. Ce passé ne saurait être oublié. Dans toute affaire criminelle, cherchez la trace des vieilles rancunes. Elles ne meurent jamais. Le soir suivant, Poirot demanda à ce que l'on réunît tous les convives dans le grand salon. L'atmosphère, déjà lourde depuis le drame, devint presque insoutenable. La couronne ancienne, posée sous sa vitrine de cristal, semblait nous observer de son éclat terni. Je connaissais bien mon ami. Lorsqu'il exigeait la présence de chacun,
ce n'était jamais pour une mise en scène vaine. Ses yeux, étincelants sous ses moustaches impeccables, brillaient d'une détermination contenue. Lady Eleanor, fragile, se laissa tomber dans un fauteuil, le visage pâle. Henry King, arrogant comme toujours, arborait un sourire crispé. Clara Mortimer se tenait droite, mais son regard inquiet la trahissait. Le révérend Giles restait impassible, les mains jointes comme pour une prière, plaçant face à eux-mêmes. Cette couronne que j'avais prise pour un bibelot encombrant devenait sous ces mots une sorte de miroir symbolique, révélant les culpabilités enfouies. Sous la pression des regards et des silences, Henry finit par perdre de son aplomb. Poirot, d'un ton calme mais ferme, l'interrogea sur les minutes précédant la mort de son père. Henry hésita, bafouilla, puis rectifia ses propos, mais les contradictions se succédèrent. Il affirma d'abord n'avoir pas quitté le salon, puis admit s'être rendu brièvement au bureau. Chaque correction, loin de l'innocenter, renforçait le soupçon. Je le vis s'échauffer, hausser le ton, accusait presque Poirot de le tourmenter inutilement. Mais mon ami, imperturbable, ne fit que resserrer son filet par des questions de plus en plus précises. Aux yeux de tous, Henry apparaissait désormais comme le coupable idéal, l'héritier impatient, endetté, menteur dans ses déclarations. Même moi, je sentis ma conviction s'incliner vers cette conclusion. Pourtant, la sérénité de Poirot me laissait deviner qu'il ne partageait pas entièrement cette impression. Alors que l'attention se portait sur Henry, je remarquai Clara. Ses traits, d'ordinaire si maîtrisés, se contractaient. Ses yeux se détournaient avec insistance, cherchant à éviter ceux de Poirot. Elle répondait aux questions d'une voix hésitante, et chaque silence prolongé semblait révéler une lutte intérieure. À plusieurs reprises, elle porta la main à son front, comme accablée. Je fus frappé par ce contraste. Tandis que Henry, bruyant, attirait les accusations, Clara se taisait, mais son mutisme devenait presque plus parlant encore. Je notais ce détail à Poirot d'un regard discret. Il acquiesça imperceptiblement, signe qu'il avait déjà vu ce que je... Clara, de son côté, se montrait de plus en plus agitée. Ses doigts tremblaient, ses lèvres se pinçaient, et ses yeux brillaient d'une inquiétude que nul ne semblait remarquer, hormis Poirot. À cet instant, je perçus toute la subtilité de mon ami. Il ne se précipitait pas vers la conclusion. Il laissait les apparences se développer, persuadant chacun que l'héritier était coupable, tout en gardant pour lui une intuition différente. Lorsque la réunion prit fin, l'ombre du soupçon pesait entièrement sur Henry. Mais je savais, en voyant le regard vif de Poirot, que l'affaire ne faisait que commencer, et que le véritable dénouement demeurait encore tapi dans le silence de son esprit. Ce fut un soir d'une gravité singulière que Poirot exigea la présence de tous dans le grand salon. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la maison, et chacun accourut avec une appréhension visible. J'entrai le dernier, derrière mon ami, et fus saisi par l'atmosphère solennelle qui régnait. La couronne ancienne, toujours exposée sous sa vitrine, brillait faiblement sous la lumière des lampes. Elle semblait porter sur elle l'ombre d'un jugement silencieux. Lady Eleanor, pâle et tremblante, prit place à l'écart. Henry King, malgré son air bravache, paraissait nerveux. Clara Mortimer, droite mais crispée, fixait obstinément le sol. Le révérend Giles se tenait immobile, les lèvres serrées dans une prière muette. Poirot, après un long silence, déclara d'une voix ferme. « Mes amis, le moment est venu. Sir Reginald a été tué non par le hasard ni par un caprice du destin, mais par la main d'un être parmi nous. Ce soir, cette vérité doit éclater. » Un frisson parcourut l'assemblée. Je sentis mon propre cœur battre plus vite. Le dénouement approchait. Et chaque vérité. Le silence qui suivit fut d'une densité presque insoutenable. Poirot, après ce long exposé, laissa planer un instant de suspense. Son regard se fixa sur Henry, dont le front luisait d'une sueur inquiète. « Monsieur Henry King, dit-il, tout vous désigne. Vos dettes, vos contradictions, vos paroles imprudentes. Vous aviez le plus à gagner à la mort de votre père. » Un murmure parcourut la salle.
Lady Eleanor porta la main à sa bouche. Clara baissa encore plus les yeux, et le révérend Giles hocha gravement la tête. Henry, blême, se leva d'un bond. « C'est faux !» s'écria-t-il. « Je n'ai jamais voulu. Jamais. » Mais sa voix, brisée par l'émotion, ne fit qu'accentuer l'impression d'une culpabilité manifeste. Je crus à cet instant que Poirot allait prononcer la conclusion finale. Tout semblait réuni. Le mobile, les mensonges, l'héritier impatient. Pourtant je remarquai le regard aigu de mon ami, qui ne se laissait pas emporter par l'évidence. Ses moustaches frémissaient à peine, signe qu'il gardait encore en réserve une vérité plus subtile. Alors que l'assemblée murmurait encore, persuadée de la culpabilité d'Henry, Poirot leva lentement la main. Son regard se posa sur Clara Mortimer, et je crus voir ses lèvres pâlir. « Non, mes amis, dit-il d'une voix claire, ce n'est pas Henry King l'assassin de son père. Le véritable coupable est ici, parmi nous. Mais il s'agit de mademoiselle Clara Mortimer. » Un silence de plomb s'abattit dans la pièce. Lady Eleanor écarquilla les yeux. Henry laissa échapper un cri d'incrédulité, et le révérend Giles fit le signe de croix. Moi-même, je demeurais interdit, incapable d'associer cette jeune femme discrète à un meurtre aussi calculé. Poirot continua sans se laisser troubler. C'est elle qui a empoisonné la... Clara recula d'un pas. Mais Poirot poursuivit, implacable, tel un juge prononçant sa sentence. Poirot reprit la lettre inachevée trouvée dans le bureau et la brandit doucement. Sir Reginald voulait avouer une faute ancienne. La ruine et le suicide d'Arthur Mortimer. Ce nom ne vous est pas étranger, mademoiselle, car il était celui de votre père. À ces mots, Clara baissa les yeux, et je vis une larme briller, vite refoulée. Poirot poursuivit, implacable. Votre vie entière fut marquée par ce drame. Vous avez grandi dans la honte, portant un nom accablé. En entrant au service de Sir Reginald, vous avez cherché à vous rapprocher de celui qui avait détruit votre famille. Mais lorsque vous avez compris qu'il allait révéler publiquement son crime et nommer votre père, vous avez voulu l'en empêcher. Vous avez choisi de préserver l'honneur de son nom tout en accomplissant une vengeance. Je compris alors l'extraordinaire logique du mobile. Clara n'avait pas tué seulement pour se venger, mais pour empêcher que son père fût de nouveau associé à l'opprobre. C'était une tragédie où l'amour filial et la rancune se mêlaient. Clara chancela, et son masque de froideur se brisa enfin. « Oui, » murmura-t-elle d'une voix tremblante, « c'est moi. » Ses mains se crispèrent, et elle s'effondra dans le fauteuil le plus proche. « Il voulait tout dire, » sanglota-t-elle, « tout révéler, et je ne pouvais pas laisser son nom être encore traîné dans la boue. » Ces paroles, hachées par l'émotion, confirmèrent les déductions de Poirot. Lady Eleanor éclata en sanglots, Henry détourna le visage, et le révérend Giles baissa la tête comme pour prier. Quant à moi, je demeurai bouleversé. Cette femme frêle, que je n'avais vue que comme une secrétaire appliquée, avait en réalité porté sur pas envahir par le trouble. Je le voyais méditer en silence, ses yeux fixant la couronne exposée dans le salon, comme si ce symbole avait contenu, depuis toujours, le secret que nous venions de dévoiler. Le lendemain matin, je trouvai Poirot assis près de la fenêtre du petit salon, songeur. Je m'approchai avec précaution, et il m'adressa un sourire mélancolique. « Hastings, dit-il, ce pauvre Sir Reginald voulait parler, mais il a parlé trop tard. Voilà ce qui arrive quand l'expiation se fait attendre. » Je répondis que peut-être sa mort avait été une forme de justice, mais Poirot secoua la tête. « Non, mon ami, la justice humaine est une chose, mais la confession volontaire en est une autre. Sir Reginald avait la possibilité de libérer son âme en avouant sa faute. La vie, ou le destin, l'en a empêché. Ainsi, il a laissé derrière lui un héritage de souffrance. » Ces paroles me frappèrent par leur justesse. Je compris qu'à ses yeux, la confession avortée avait valeur de tragédie morale. Un homme souhaitant réparer, mais empêché par la main d'une jeune femme prisonnière de son passé. Poirot soupira doucement, et ses moustaches frémirent. « Hastings, il est toujours dangereux de remettre à demain le poids d'une vérité. Clara Mortimer avait cessé toute résistance. Je la revis brièvement avant son départ, encadrée par 2 agents.
Son visage ne portait pas la révolte, mais une résignation calme, presque douloureuse. Elle avait cessé d'être la secrétaire discrète que nous connaissions pour apparaître telle qu'elle était réellement. Une femme marquée dès l'enfance par une tragédie familiale, et qui avait fini par se laisser dévorer par ce passé. Je ressentis une étrange pitié à son égard. Son crime était indéniable, mais il portait la marque d'une fatalité, celle d'une fille qui avait trop longtemps vécu dans l'ombre d'un nom entaché. Son effondrement n'était pas seulement celui d'une criminelle, mais celui d'un destin scellé par une faute ancienne. Alors que nous quittions Charnwood Hall, je confiai à Poirot combien cette affaire m'avait troublé. Il me répondit avec gravité. « Les vérités du passé, Hastings, sont comme des graines plantées dans l'ombre. Elles germent, même après des années, et leur fruit finit toujours par éclore, parfois dans la douleur. » Je compris qu'il parlait non seulement de Sir Reginald et de Clara, mais aussi de toutes ces familles dont la mémoire était encore marquée par le suicide d'Arthur Mortimer. « On croit enterrer le passé, » poursuivit Poirot, « mais il revient toujours, et souvent sous une forme que l'on ne peut plus maîtriser. » Ces paroles demeurèrent en moi comme une maxime sombre, mais juste. Lorsque nous prîmes congé du domaine, je jetai un dernier regard vers la couronne de métal ternie. Elle me parut désormais moins un trophée qu'un fardeau, symbole d'un règne construit sur la faute et détruit par elle. Je pensai à Clara, à son compère disparu, à Sir Reginald lui-même, et je sentis une mélancolie profonde m'envahir. Ces existences brisées n'étaient que les échos d'une même vérité inexorable. Les vérités du passé, si longtemps tues, finissent toujours par réclamer leur dû, me dis-je intérieurement. Et ce fut sur cette pensée grave que je refermai dans mon esprit le chapitre douloureux de Charnwood Hall. Ainsi s'achève